Je viens de finir de relire ce livre pour la deuxième fois. Le livre, c'est The Score Takes Care of Itself, écrit par Bill Walsh. Bill Walsh, c'est un des coachs de NFL les plus connus, les plus célèbres. Il a coaché les 49ers de San Francisco pendant 10 ans, je crois. Et pendant ces 10 années où il était à la tête du club, ils ont gagné 3 Super Bowls. Ce qui est particulièrement incroyable dans le parcours de Bill Walsh et surtout de l'équipe des 49ers de manière générale, c'est que quand il a récupéré la tête de l'équipe, ils étaient derniers du classement de NFL. Et 24 mois plus tard, donc pendant sa 3e saison en tant que coach, ils ont remporté leur premier Super Bowl. Donc en l'espace de 2 ans, 3 saisons, ils sont passés de dernier du classement à champion du monde, puisque gagner le Super Bowl, c'est être champion du monde de football américain. Donc, on va dire un revirement de situation ou une progression qui est assez monstrueuse. Et donc, suite à ça, il a gagné encore 2 autres Super Bowls en l'espace de 10 ans. Et je crois qu'il y a très très peu de coachs et très peu de clubs à avoir gagné plus de 3 Super Bowls, 3 Super Bowls ou plus. Donc, ça constitue en soi un accomplissement assez incroyable. Ça fait quelques années maintenant que j'explore le parallèle entre le business et le sport. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de points de comparaison à trouver, que ce soit sur comment on fait pour faire performer des individus en tant que collectif, en particulier quand on a des individualités assez fortes, comme ça peut être le cas dans le sport, mais aussi comment soi, en tant que personne, en tant qu'individu, on fait en sorte d'essayer de performer de mieux en mieux. Et donc je trouve qu'il y a plein de bonnes choses à prendre dans les pratiques qui ont lieu, ou en tout cas qui sont relativement communes dans le milieu du sport, à transposer dans le business, l'entrepreneuriat et la manière dont on gère une organisation, une entreprise, et vice-versa d'ailleurs, parce qu'on voit aussi les passerelles et les ponts se faire dans l'autre sens. D'ailleurs, Bill Walsh était connu pour être un des premiers coachs à avoir importé dans le monde du sport des pratiques de management modernes, alors modernes à l'époque, puisque je crois que quand il a pris la tête du club, c'était dans les années 80-90. Donc c'est assez intéressant de voir le parallèle entre les deux. J'ai relu ce livre parce que la première fois que je l'avais lu, j'en avais déjà retiré pas mal de trucs. Et là, j'avais envie de me remettre dedans. Et je voulais partager dans cette vidéo les 4-5 apprentissages que j'ai glanés à la lecture du bouquin, que je trouve intéressants. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'importance des standards de performance. Je pense que si j'étais en capacité de faire une recherche dans le bouquin sur les mots qui reviennent le plus, cette notion de standard de performance en particulier, est quelque chose qui revient très 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 souvent. La grosse particularité de Bill Walsh, c'est que je crois que c'est un des seuls coachs dans l'histoire de la NFL à avoir occupé aussi bien le poste de head coach, donc coach en chef, et le poste de general manager, donc l'équivalent d'un directeur opérationnel, mais qui supervise du coup toutes les fonctions qui ne sont pas, on va dire, les fonctions sportives. Donc lui, il avait les 2 casquettes, ce qui était assez inédit. Je crois que c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire de la NFL quand il a pris ce poste-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de standard de performance, il l'a mise en place pour toutes les fonctions au sein du club. Donc ça allait évidemment les joueurs, ses coachs assistants, mais aussi les réceptionnistes, l'équipe marketing, tout le staff, les jardiniers qui s'occupaient de la pelouse du stade, etc. Et donc en fait, à l'époque, il était connu pour avoir défini de manière très très détaillée des standards de performance avec des attentes très précises, très claires pour chacun des postes de l'organisation. Donc j'imagine que ça devait être un travail titanesque. Je serais très 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 curieux de pouvoir mettre la main sur cette première version des standards de performance, et j'imagine la tête des réceptionnistes, des jardiniers quand il est arrivé avec son classeur en disant voilà comment je veux que les choses soient faites, parce qu'au fond, les standards, c'est ni plus ni moins que réussir à formaliser la manière dont on veut que les choses soient faites. En tant qu'organisation, ça veut dire ici on fait les choses comme ça. Un standard, ça doit permettre aux gens qui travaillent au sein d'une organisation d'être en capacité de se projeter en se disant ici les choses on les fait comme ça. Mais c'est aussi vrai des standards qu'on va définir à titre personnel. Et ça, c'est un point que je trouve intéressant aussi, c'est que les standards de performance dans le bouquin, il en parle beaucoup sous l'angle organisationnel. Mais on devine à travers la manière dont il a raconté les choses qu'il a défini pour lui aussi des standards très élevés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille à titre personnel, c'est essayer de me dire ok, c'est quoi mes standards à moi, quel est le niveau d'attente que j'ai vis-à-vis de moi en tant que personne. Et je pense que c'est un travail qui n'est pas très confortable à faire pour soi, mais c'est pas facile à faire pour les autres aussi. Mais je pense que c'est important parce que ça donne un référentiel, en tout cas une grille de lecture, une unité de mesure, et de se dire est-ce que je suis au rendez-vous de mes standards ou pas. Je trouve que c'est
c'est assez formateur, en tout cas, comme exercice, et il y a plein de bonnes choses à en tirer. Donc le premier point, c'est être en capacité d'expliciter de manière très claire, très précise, les attentes qu'on peut avoir, et de communiquer dessus. Parce que expliciter ses attentes, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, c'est très bien, mais si on n'est pas en capacité de communiquer dessus, bah, ça n'a pas ou peu de valeur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quelque chose que je savais déjà, mais ça fait du bien de se le rappeler, et j'en suis intimement convaincu, la seule forme de leadership qui vaille, c'est le leadership par l'exemple. Donc, si j'attends des autres qu'ils adoptent certains comportements, je me dois, moi, d'être exemplaire. Je te donne un exemple concret. Dans notre agence, on a mis en place ce qu'on appelle des briefs de début de journée. Donc, c'est des briefs qu'on fait tous les jours qui vont venir nous permettre de regarder un petit peu les plans de production dans l'agence à la journée, essayer de voir s'il y a des problématiques qui vont se poser, essayer d'anticiper les sujets qu'on pourrait avoir pour pouvoir les résoudre en amont et qu'il n'y ait rien qui vienne perturber notre journée de production, ou si on a des craintes, des sujets, des warnings, des points de vigilance, qu'on puisse les anticiper, voire amender le plan de production en conséquence. Ce brief, il commence à 9h tous les jours. Je mets un point d'honneur à être soit présent dans les bureaux, soit connecté si je suis en distanciel, à 9h tous les jours. Les rares fois où je suis amené à animer ces briefs, parce que c'est nos managers de proximité aujourd'hui qui les animent, je commence à 9h, précise. À travers ça, ce que j'envoie comme message, ou ce que j'espère envoyer comme message à nos équipes, c'est qu'on attend d'elles que pour ce point de début de journée qui lance la journée des équipes, les gens soient ponctuels, parce qu'on va parler de sujets importants qui vont potentiellement avoir un impact sur leur journée de travail, et j'attends d'eux que les gens soient ponctuels. Je pourrais me contenter de le dire, en particulier dans la mesure où je pourrais choisir de ne pas être présent à certains de ces briefs. Aujourd'hui, je suis non seulement présent, mais en plus, je mets un point d'honneur à faire en sorte d'être à l'heure au moment où le brief commence. Et en fait, il y a plein de petits points comme ça, où quand on a envie de voir se pérenniser certains comportements ou que certains comportements s'arrêtent au sein d'une organisation, le meilleur moyen de le faire, c'est de donner l'exemple. En particulier quand on est dans une posture de leadership. Et le leadership, ça ne s'applique pas que aux dirigeants, aux patrons d'une organisation. Il y a plein de gens qui sont des leaders à leur niveau au sein d'un petit groupe qui fait partie de ce groupe plus large qu'est l'organisation. Et je pense que, au même titre que c'est intéressant de s'interroger sur quels sont mes standards, quels sont les standards que je peux poser pour les uns et les autres, etc. C'est quels sont les comportements que j'ai moi aujourd'hui, qui sont soit bénéfiques, soit problématiques, et comment je peux essayer de montrer l'exemple en adoptant les bons comportements et en essayant de travailler sur les comportements que je voudrais arrêter. Le troisième point que j'ai retiré de ce bouquin, c'est le rôle du leader en tant que enseignant, que professeur. Alors, le terme de coach, en l'occurrence, Bill Walsh, il est coach. Donc, de fait, il coach des joueurs, il coach des assistants, etc. Mais je trouve que cette notion cette posture de coach ou de prof, elle est moins évidente à appréhender quand on est dans un contexte autre que celui du sport. Mais par contre, ce qui est très clair dans le bouquin, c'est l'effort qu'il a mis à réussir à institutionnaliser la formation, la transmission, l'accompagnement. Et à un moment dans le livre, il parle même du fait qu'il avait explicité, il avait dit de manière très explicite auprès de ses joueurs et de ses assistants qu'il attendait d'eux qu'ils jouent un rôle aussi dans cette transmission. Donc ça veut dire, je suis quarterback chez les 49ers, mon coach attend de moi que je forme les quarterbacks remplaçants. Donc potentiellement les gens qui pourraient être amenés à prendre ma place. Ça montre à quel point il était vraiment bullish, ou en tout cas c'était important pour lui que chacun joue son rôle et que chacun fasse sa part du boulot quand il s'agit de faire monter le niveau de compétence au global. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai été, je pense, historiquement assez mauvais et sur lequel on est, d'une manière générale, pas très bon dans notre agence et où on va vraiment mettre de l'intensité et du focus dans les mois à venir sur ce côté formation, transmission, accompagnement. Le coaching, j'adore ça. Je le fais déjà avec certaines personnes dans l'organisation, souvent les personnes qui travaillent avec moi au quotidien et qui sont dans mon équipe. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que ce truc-là se diffuse dans le reste de la boîte et que cette notion de coaching, d'accompagnement, de formation, ça devienne, on va dire, un élément du quotidien pour tout le monde. Ce que je trouve intéressant aussi avec ce point, c'est que des standards élevés avec une approche autour du coaching, de la transmission et de l'accompagnement, ça montre aussi aux personnes qui font partie de l'organisation qu'on croit en leur potentiel. C'est-à-dire qu'on a des attentes élevées, mais on se donne les moyens de les accompagner. Et le signal que ça leur envoie, c'est, même si ce que je vous demande là, maintenant, tout de suite, vous paraît hyper dur, je sais que vous en êtes capable. Parce que,
je place mes attentes à ce niveau-là. Et 2, je vous donne du temps, de l'énergie, de l'attention pour vous accompagner, pour vous aider à atteindre ces résultats. Donc je trouve que là, il y a une combinaison intéressante et encore plus si on arrive à le formaliser, à dire aux gens avec lesquels on travaille, je crois en toi, je pense que tu en es capable et on va travailler ensemble pour t'aider à y arriver. Je trouve que là, on a une combinaison hyper intéressante pour essayer d'élever le niveau de jeu, entre guillemets, individuel et collectif. Et je pense que c'est une réflexion qui vaut vraiment le coup d'être menée quand on cherche à dire bah voilà, comment est-ce que je peux faire pour que mon organisation, le collectif dont je fais partie, performe un peu mieux. Et il y a évidemment tout un sujet autour de la culture, parce qu'à partir du moment où on parle de collectif et d'organisation, évidemment on est obligé de parler de la culture. Et ce que je trouve hyper fort dans ce bouquin, c'est comment réussir à créer une culture de l'excellence et cette idée que l'excellence, c'est ni plus ni moins que le produit un peu de nos actions de tous les jours et des améliorations qu'on va pouvoir apporter à la manière qu'on a de faire les choses. Je parlais tout à l'heure des standards. Les standards, ils sont posés à un moment, mais ils sont aussi mis à jour en fonction de l'évolution du contexte, du niveau, de l'organisation, etc. Et je trouve ça intéressant cet engagement très fort vis-à-vis d'une culture de l'excellence, qu'est-ce que ça implique au quotidien et le fait de se dire que c'est un travail qui n'est jamais fini et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée et surtout que c'est le résultat d'un processus itératif qui prend du temps, qui est délibéré et accepter que c'est la pratique quotidienne et le niveau d'exigence qu'on va avoir au quotidien à tous les niveaux, hein, vraiment tous les niveaux de l'organisation. Encore une fois, dans le bouquin, il parle du niveau d'exigence des jardiniers qui étaient chargés de l'entretien de la pelouse du stade, etc. Donc c'est vraiment, c'est hyper parlant de voir que c'est un trait, entre guillemets, commun et partagé par tous les membres de l'organisation. Évidemment, Bill Walsh est à l'initiative de la démarche, mais ça ne peut pas marcher si ce n'est pas porté par d'autres. Et donc, comment est-ce que chacun, au quotidien, œuvre à faire en sorte de faire grimper un peu le niveau de jeu global de l'organisation. Et il y a un point qui m'a marqué dans le livre, que je trouvais hyper fort. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut prendre et qu'on peut tous mettre en application. Et c'est autour de la question de savoir qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que c'est le comportement ou est-ce que c'est la performance ? Parce que le parti pris de Bill Walsh, c'est de se dire on n'a pas besoin d'attendre d'être des champions pour se comporter comme des champions. Et je trouvais ça assez fort parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire que c'est plus facile d'agir comme si on était des superstars quand on a des preuves empiriques du fait qu'on est des superstars. Donc c'est plus facile d'agir comme des prétendants potentiels au titre de champion du monde quand on a déjà des éléments concrets qui prouvent que, des éléments tangibles qui prouvent qu'on est effectivement des prétendants potentiels. Beaucoup plus dur à faire quand on est tout au fond du classement. Comment on fait pour réussir à motiver les gens à faire en sorte de se comporter comme des champions, à faire preuve de professionnalisme, d'engagement, de discipline, quand ce qu'on leur renvoie et ce que la réalité de ce qu'ils constatent au quotidien, c'est on est les derniers, quoi. Et il y avait tout un passage du bouquin autour du fait qu'il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Il ne faut pas attendre d'être un champion pour se comporter comme tel. C'est en se comportant comme un champion tous les jours qu'on devient un champion. Alors j'utilise volontairement le mot champion qui est très connoté et j'ai pas envie que cette vidéo sonne comme une vidéo motivationnelle. Tu es un champion, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le comportement et la conviction sont intimement liés, mais que parfois le comportement précède la conviction. C'est-à-dire que, encore une fois, ne pas attendre d'être convaincu que je suis capable de pour agir comme si j'étais capable de. Voilà, c'est une partie des enseignements que je tire du livre The Score Takes Care of Itself de Bill Walsh. Je pense qu'il doit exister une traduction en français à mettre entre toutes les mains, pas que celle des dirigeants, des cadres supérieurs, etc. Je pense qu'on peut tous agir en tant que leader au sein des différents groupes dont on fait partie. Le leadership, c'est pas juste une question de titre. Donc, je t'encourage vivement à le lire. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est l'enseignement qui t'a le plus interpellé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!